Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler du livre blanc sur la compliance publié par le barreau de Lyon. On évoquera également l'incendie chez OVH et les enseignements à en tirer en matière de sauvegarde de données. Et enfin, on parlera quelle réforme pour la formation professionnelle. On commence tout de suite cette émission Lex Inside avec Gilles Sabart, président de la commission compliance du barreau de Lyon, pour parler du livre blanc sur la compliance publié par le barreau de Lyon. Gilles Sabart, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi avoir rédigé un livre blanc sur la compliance ? En fait, la compliance est un risque majeur pour nos sociétés actuelles. Et on a vu que le principal risque de ce risque de compliance avait une connotation juridique et judiciaire très forte. Sauf que quand on parle de compliance, on parle pas forcément de contentieux, on parle de conseil, parce qu'il faut mettre en place des programmes de prévention des risques. Et donc, il s'avérait qu'il fallait que les avocats soient au centre du jeu sur la compliance, sur ce risque juridique et judiciaire, même si ce risque juridique et judiciaire n'est pas le risque principal, enfin c'est le risque principal, mais c'est pas 100% du risque. Mais il fallait absolument que ce risque judiciaire et juridique et réglementaire soit bien pris en compte par les avocats. Et donc on a eu l'idée de dire réunissons-nous entre avocats de façon à pouvoir travailler ce risque juridique judiciaire et convaincre les parties prenantes du bassin lyonnais qu'il faut s'engager sur des situations de prévention, et l'avocat peut les accompagner, peut les aider à prendre en compte ce risque de compliance, ce risque de prévention, et les sensibiliser pour le faire de la façon la plus efficace possible et proportionnée. Il n'y avait pas d'outils, on va dire, pour les avocats lyonnais sur la compliance jusqu'à présent ? C'était pas dans la tradition de l'avocat d'être dans la gestion de projet, d'être dans les programmes de qualité. L'avocat, il y a beaucoup qui font que du contentieux, certains font du conseil, mais il n'y avait pas de système. C'était plutôt les auditeurs qui savaient faire des programmes de qualité pour éviter qu'un risque ne se réalise. Et donc, il a fallu réfléchir ensemble sur l'éthique du travail, sur l'éthique des affaires, sur l'éthique de la planète, de façon à de construire des outils de sensibilisation, des outils pour fabriquer, bien sûr, des points très importants, des processus, des politiques, des programmes, pour éviter que le risque ne se réalise. Alors parlons un peu du contenu de ce livre blanc. Qu'est-ce qu'on va y trouver dedans ? On a défini 4 grands thèmes. L'éthique des affaires, donc tout ce qui était anticorruption, fraude avec la loi Sapin 2, tout ce qui était avec le lobbying éthique, tout ce qui était sur les ententes. Donc ça, c'était plutôt classique dans le monde de la compliance. Et puis, on y a ajouté d'autres typologies de compliance. L'éthique au travail, parce qu'en fait, il s'avère que l'accident du travail, l'harcèlement moral, l'harcèlement sexuel, qui sont des risques majeurs, qui engagent le dirigeant pénalement, était important. Et il fallait avoir de la prévention aussi dessus. Et puis, on a mis un troisième thème qui est l'éthique de la planète, la lutte contre le changement climatique, la pollution, qui était aussi très important. Et bien sûr, on a rajouté la RGPD. Donc, on a défini chacun des groupes de travail, ont travaillé sur ces sujets, ont vu des parties prenantes pour pouvoir travailler la sensibilisation et comment faire mieux la prévention au sein des entreprises. Quelles seront les suites de ce livre blanc ? Les suites vont être assez simples. C'est que, vous l'avez très bien dit Arnaud, c'est qu'en fait, maintenant, il faut qu'on travaille les outils. Il faut que les avocats traite le risque juridique et réglementaire, c'est l'approprié ce sujet-là. Et puis deuxièmement, après, il faut faire une cartographie des risques. Et donc, on va essayer de faire des cartographies des risques, par exemple, qui sera mis à disposition des autres avocats. Il faut faire des codes de conduite. Il faut travailler la question de l'enquête interne qui pose des conflits d'intérêts. On peut pas être forcément contentieux et à la fois faire l'enquête interne. Donc, il y a un certain nombre d'outils qu'on doit mettre en place et à disposition des autres avocats de façon à être plus efficace pour aider les entreprises et les personnes publiques à mieux prévenir ces risques majeurs. Eh bien, nous allons suivre tout ça avec intérêt. Merci Gilles d'être venu sur notre plateau. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit l'émission avec Lamia Elfat, avocate en droit du numérique et en propriété intellectuelle, pour parler de l'incendie chez OVH et les enseignements à en tirer en matière de sauvegarde des données. Lamia Elfat, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quelles sont les bonnes pratiques en matière de sauvegarde des données ? Alors d'abord, il faut savoir que une sauvegarde, c'est fait pour pouvoir restaurer les données en cas de problème. Et donc, la bonne pratique, c'est déjà de sauvegarder ces données. Et ensuite, il y a des recommandations qui sont faites par l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui préconise notamment de suivre la règle du 3-2-1. C'est quoi cette règle ? Alors, la règle du 3-2-1, c'est une règle
qui préconise d'avoir 3 copies, donc c'est-à-dire un fichier qui est le fichier qu'on utilise habituellement, puis 2 copies de sauvegarde. Le 2, c'est pour 2 supports différents. Donc, par exemple, si l'ordinateur sur lequel on a la sauvegarde habituelle crash, on aura toujours l'autre support pour restaurer les données. Et le 1 pour une sauvegarde qui est hors site, c'est-à-dire ailleurs, localisée à un autre endroit. Alors, pourquoi la responsabilité d'OVH a-t-elle été engagée lors de l'incendie de son centre de données ? Alors, il y a eu un incendie qui a impacté le data center d'OVH à Strasbourg en mars 2020, je crois 2020 ou 2021, pardon. Et à la suite de cet incendie, il y a eu 2 décisions du tribunal de commerce de Lille qui ont été rendues au mois de janvier et au mois de mars dernier, qui ont engagé donc la responsabilité d'OVH sur 2 fondements. Donc la première décision, elle a été rendue sur le fait que un client d'OVH avait d'une part un serveur et d'autre part une sauvegarde chez OVH, et lors de l'incendie, il a perdu totalement ses données. Il se trouve que au terme de son contrat, OVH s'engageait à être en mesure de restaurer les données. En fait, il s'engageait, à respecter les bonnes pratiques en matière de sauvegarde de données. Et il se trouve que la sauvegarde était sur le même serveur que le serveur initial. Donc, OVH n'avait pas respecté la délocalisation de la sauvegarde. Donc ça, c'est pour la première décision. Pour la deuxième décision, OVH avait le client d'OVH avait souscrit à 2 serveurs distincts, et OVH avait précisé que un des serveurs était dans un bâtiment et que l'autre serveur était dans un autre bâtiment. Et en réalité, il se trouve que les 2 serveurs étaient dans le même bâtiment et que au moment de l'incendie, ce bâtiment a brûlé, et donc toutes les données qui étaient sur ces 2 serveurs ont été perdues. Donc, on a considéré que OVH n'avait pas respecté son obligation d'information à l'égard du client en disant que les serveurs étaient localisés dans 2 bâtiments distincts, alors qu'en réalité, c'était pas le cas. Alors, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cet incident ? Alors, le premier enseignement, c'est déjà de faire attention aux engagements que prennent les prestataires informatiques, et en particulier les engagements en matière de sauvegarde de données, et que les sauvegardes soient bien localisées dans des endroits distincts pour éviter ce type d'incident. La deuxième bonne pratique, c'est plutôt pour les prestataires informatiques, de faire attention aux engagements qu'ils prennent à l'égard de leurs clients et de bien les respecter, et notamment s'ils prennent l'engagement de respecter les bonnes pratiques, les règles d'usage, de bien respecter les recommandations de l'ANSSI, et notamment cette règle du 3-2-1. Et le troisième enseignement, parce que je l'ai pas tout à fait évoqué, c'est de faire attention aux limitations de responsabilité qui sont contenues dans les contrats et qui doivent être rédigées de façon adéquate par rapport au type de contrat dans lequel on se trouve. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur Décideur TV. On continue cette émission Lex Inside et on va parler réforme de la formation professionnelle avec Sabrina Dougados, associée chez Littler France. Sabrina, bonjour. Bonjour. Alors, quel est le cadre juridique de la formation professionnelle ? Alors, c'est un cadre qui reste encore aujourd'hui fortement réglementé, même si les dernières réformes législatives, depuis 2014, ont quand même une grande tendance de fond à assouplir les règles juridiques pour les employeurs, s'agissant de la formation professionnelle de leurs salariés. Malgré tout, on reste sur un principe en droit français où globalement les entreprises continuent de contribuer financièrement à l'effort de formation de leurs salariés en versant des contributions qui sont donc mutualisées et gérées par un ensemble d'opérateurs et donc de financeurs à la fois paritaires et publics désormais, puisque on a notamment la Caisse des dépôts et consignations qui fait partie désormais des financeurs en charge de gérer notamment plus spécifiquement le compte personnel de formation. Alors, il y a une réforme de la formation professionnelle qui est attendue, on va en parler. Mais tout d'abord, est-ce qu'il faut adapter ce cadre dont vous venez de parler ? Alors là encore, je vais essayer de faire très synthétique et quitte à caricaturer un peu le débat, mais c'est un cadre qui est globalement en perpétuelle évolution. Depuis 1970, la loi Delors qui a institué sur le fondement de la formation professionnelle en France, on observe des réformes
selon un rythme plus ou moins soutenu, entre 5 et 10 ans, on a des réformes globalement assez structurelles. Aujourd'hui, le sujet de la formation professionnelle se pose dans un contexte tout à fait particulier qui est quasiment inédit, qui est globalement une mutation sociétale et économique sans précédent. Dans ce contexte-là, on a des métiers qui se transforment, des métiers qui disparaissent, un contexte économique très contraint pour certaines entreprises. Pour autant, par ailleurs, des métiers pénuriques qui font que les entreprises ont des besoins de recrutement très forts qu'elles n'ont jamais rencontrés auparavant. Tout ceci avec des mécanismes de transformation de métiers qui ont certainement été accélérés par la crise sanitaire. Tout ceci pour dire que l'outil qui est donc le levier de la formation professionnelle, est un levier évidemment extraordinaire, dont les fondements juridiques, dont le cadre juridique apparaît aujourd'hui finalement assez inadapté, en tout cas pas suffisamment agile, et ne permettant pas suffisamment aux entreprises de pouvoir se saisir de ce dispositif-là pour pouvoir correctement recruter des jeunes et accompagner des logiques de reconversion professionnelle, que ce soit dans des logiques de mobilité interne ou externe. Alors vous venez de dire que le cadre n'est pas adapté, alors quelles sont les réformes qui sont attendues ? Alors, on a des réformes attendues. D'ailleurs, le gouvernement et plus particulièrement le ministère du Travail a annoncé une concertation prochaine avec les partenaires sociaux, ce qui tombe bien vu le contexte très particulier que l'on vit actuellement, évidemment, puisque au lendemain de la réforme des retraites se pose quand même la question du repositionnement du rapport du ministère du Travail avec les partenaires sociaux, dans cette logique de se dire est-ce qu'on réhabilite un peu dans un espace de démocratie sociale le rôle des partenaires sociaux, tout particulièrement s'agissant de la formation professionnelle, dont la question d'après sera effectivement est-ce que les partenaires sociaux vont jouer un rôle à nouveau déterminant pour effectivement adapter le cadre juridique actuel de la formation pour faire en sorte qu'il soit plus adapté à la fois aux besoins des salariés et des employeurs. Donc ça, c'est tout le sujet plus politique, mais qu'on va suivre de près. Sur le fond, il y a quand même des réformes très attendues, notamment pour faire en sorte que les dispositifs d'accès à la formation soient plus facilement adaptables et répondent mieux à ces préoccupations de mutation économique et de transformation des métiers. Donc, pour parler de façon un peu plus précise, notamment sur les dispositifs de formation en alternance, aujourd'hui, on a des dispositifs qui permettent d'accompagner des logiques de reconversion professionnelle, mais qui sont trop contraints, trop complexes et mal financés. Je parle notamment de la PROA. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Donc l'idée serait peut-être finalement de laisser tomber la PROA, si j'ose dire, et de finalement se rabattre sur des dispositifs de formation en alternance qui fonctionnent très bien, notamment le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, sans rentrer dans les subtilités de différence de ces deux types de contrats de formation en alternance, mais permettre à ces contrats de pouvoir effectivement les mobiliser, notamment pour des salariés qui sont déjà en CDI dans l'entreprise, et donc de leur proposer de suspendre leur contrat de travail et suivre ces formations en alternance. Voilà, de façon adaptée pour effectivement accompagner leurs besoins de reconversion professionnelle. Et donc ça suppose notamment, si on le permet dans le cadre du contrat de professionnalisation, ça va supposer effectivement des adaptations de nature législative. Eh bien, on va suivre tout ça de près. Merci d'être venu sur le plateau pour parler de formation professionnelle. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lex Inside.